Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau d'African Woman 2.0 Manon Karamoko, l'une des plus jeunes femmes PDG de Côte d'Ivoire. Manon cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance au sein de grosses structures multinationales de renom, telles que Microsoft, Sandoz et Novartis. En 2018, elle rejoint Unilever Côte d'Ivoire en tant que directeur financier avant de prendre les rênes du groupe. Bonjour Manon. Bonjour Aïssata. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci, et toi? Très très bien Manon. Alors Manon, je veux revenir à une histoire que je t'ai entendu dire pendant un TEDx. D'accord. Tu racontais que en tant que PDG, je pense que vous étiez dans une réunion, enfin il y avait plusieurs hommes. Et tu arrives à la réunion et vous êtes dans un cercle et tout le monde, il y a un homme qui arrive et il salue tout le monde sauf toi. Donc à partir de là, quel est le regard des hommes vis-à-vis d'une femme PDG de Unilever Côte d'Ivoire? Dis-nous un peu. Alors cet incident-là, ça s'est passé, je pense qu'il y a deux ans. Et tout de suite, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse gaffe qui avait été commise. Et tous les hommes qui étaient présents, en fait, ne savaient pas comment rattraper la gaffe, en fait. Et moi-même, j'ai pris sur moi de corriger tout de suite. Je suis entrée au milieu du cercle et je leur ai fait la remarque. Et puis là, après, tout le monde était très condescendant, en fait. Ah, c'est une femme. Ah, mais en fait, c'est la PDG d'Unilever. Ah, mais du coup, elle a une importance. Tout d'un coup, elle a une importance et on la regarde différemment. Donc, c'est pour dire qu'en fait, la femme PDG, sur le coup, en général, on a du mal à l'accepter. Et puis après, on se rend compte que, bon, elle est PDG, mais c'est une femme, donc on est condescendant, on devient plus gentil. Et je ne suis pas sûre que la réaction aurait été la même si c'était un homme dans les mêmes chaussures. Je pense qu'on l'aurait traité juste comme un égal simplement. Mais dès que c'est une femme, on commence à être plus gentil, plus doux, plus agréable parce qu'on se dit, bon, il faut être gentil avec elle. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon, c'est toujours appréciable. Maintenant, ça fait 2 ans et demi, enfin 2 ans, presque 3 ans maintenant que tu as le poste. Donc, tu as réussi quand même à t'imposer. Tu sens moins ça maintenant ou toujours? Oui, je le sens beaucoup moins. Je le sens beaucoup moins. En fait, pour ceux qui me connaissent déjà dans le rôle aujourd'hui, en fait, ils me regardent au-delà d'être une femme. En fait, ils regardent juste le PDG. Mais j'ai encore ce type d'incident-là sur certains territoires qui sont quand même un peu plus marqués par la différence homme-femme. Des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, en fait, au Mali, au Burkina, je rencontre encore ce genre de réaction. Mais pour ceux qui connaissent déjà la femme dans le rôle, il y a même un respect qui s'est installé, en fait, qui considère que si une femme arrive à faire ça, c'est qu'elle doit avoir quand même la tête un peu dure. Un peu? Pas qu'un peu, mais bon. On reste sur un peu. Oui. Oui, donc en général, c'est ça. C'est le respect qui impose en fait naturellement. Les femmes consacrent moins de temps au réseautage. Et quand elles s'impliquent dans une logique de networking, elles le font plus par besoin de conseils que par plus stratégie de carrière. Pourquoi et comment les pousser à mieux faire du networking? Comment pousser les femmes à mieux faire du networking? Il y a quelques petites choses simples. Hein. Déjà, bon, il faut sortir. Donc, c'est pas je vais au bureau et je rentre à la maison, je ne fais que travailler avec mes collègues. Non, c'est je développe une relation au-delà de juste le travail avec mes collègues. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tous les soirs dans les bars. Non, de temps en temps, on fait un pot, des petites sorties entre collègues. Ça permet déjà de tisser des liens qui sont au-delà de cela. Ensuite, quand on va en formation, ce genre de choses et tout, on vient pour apprendre quelque chose du formateur, mais on vient aussi pour tisser des liens avec tous ceux qui sont formés. Donc, il faut apprendre de ces personnes-là, se lier d'amitié, et puis en échangeant, les opportunités se présentent. Et moi, j'ai l'exemple simple, hein, pour que je passe directeur financier chez Novartis, en interne, j'étais allée à une formation, j'ai rencontré un des directeurs financiers Afrique là-bas, et j'ai échangé avec lui, je lui ai dit, je suis en ce moment, si j'étais finance manager, j'aimerais bien devenir directeur financier, je pense que je suis prête. Et on a discuté comme ça, il en a rigolé, on est passé. Et puis, un mois après, il m'a appelé, il me dit, écoute, j'ai un poste de directeur financier qui s'ouvre au Nigeria, est-ce que tu es intéressé? Si je n'avais pas fait ce réseautage-là, je ne l'aurais pas. Et j'avoue que ce jour-là, on était en hiver, c'était en Autriche quelque part, perdu dans un village. Et j'avais juste envie, après la formation, de monter dans ma chambre pour me coucher, me rouler dans les draps. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue avec tout le monde, j'ai pris le verre avec tout le monde, malgré le fait que je sois fatiguée, parce que j'ai considéré que c'était important et nécessaire d'échanger, de rencontrer d'autres personnes. Donc, il faut déjà avoir envie de le faire et puis le faire aussi, être juste transparent et vulnérable quand on rencontre les gens, de dire j'ai envie de ça, je veux ça.
Il ne faut pas passer par des chemins détournés pour dire ce dont on a envie ou ce dont on a besoin. Moi, je lui ai dit clairement, écoute, j'aimerais devenir directeur financier comme toi un jour. Et je pense que je suis prête aujourd'hui. Donc, si jamais tu as une opportunité, je suis preneuse. Et c'est comme ça s'est fait, hein, aussi simplement que cela. Mais parce qu'on a eu une discussion qui était assez intéressante aussi. Bon, après, ce n'était pas essentiellement que du travail, mais je l'ai marqué par d'autres choses. Et après, il m'a rappelé. Donc, c'est vraiment très, très important le réseautage. Hein. En fait, il faut rester présent dans l'esprit des gens. Absolument. C'est tellement vrai, c'est ce que tu as dit. C'est vraiment être dans une conférence, aller parler aux gens qui sont avec toi Exactement. dans la conférence. C'est quand tu vas à une formation, parler avec ceux qui sont avec toi. C'est quand tu vas même à des fêtes, même que tu sors le soir. Oui, mais on rencontre des gens partout. Il faut en profiter. Et puis, très souvent, l'erreur que les gens commettent, c'est que quand ils arrivent dans une conférence où ils se rapprochent que des gens qu'ils connaissent. Oui, il ne faut pas faire ça. Mais bon, c'est normal parce qu'on va vers ceux qu'on connaît. Voilà, naturellement. Mais justement, il faut sortir de sa zone de confort et aller rencontrer ceux qu'on ne connaît pas. Et juste apprendre, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez, en fait, on ne sait jamais. On peut trouver de l'intérêt là-dedans, échanger quelque chose. Et puis, ça se fait très... Mais il faut sortir de sa zone de confort. J'ai vu je suis allée plusieurs fois dans des meetings où et tout, la population noire a tendance à se retrouver ensemble, sans faire exprès. Bon, déjà, on fait un peu tâche. Individuellement, on fait tâche. Alors, quand on est regroupé, c'est un peu plus flagrant. Donc, je recommande ça souvent à mes mentis. Je dis, bon, quand tu vas en formation, bah, écoute, si tu vois 3 blacks autour, coucou, ça va, mais reste zen. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous mettre ensemble comme si vous aviez déjà une charge. Voilà. Tout à fait. Parlons un peu de ton parcours. Donc, comment tu t'es retrouvée à être dans les finances? Je n'étais absolument pas prédestinée à devenir financière. À la base, ce n'était même pas dans mes plans de devenir ni comptable, ni dans ce sens-là, je voulais être médecin. Ah, d'accord. Voilà. Tu n'avais pas peur du sang? Non, du tout. Ma mère était infirmière et puis bon, quand quelqu'un était malade à la maison, c'est à moi, on disait va chercher le paracétamol. Et puis pour moi, ça veut dire que déjà, je connaissais tous les noms des médicaments, c'était suffisant. Ben, en fait, en première, quand je suis passée en classe de première et tout, je suis en première scientifique. Et puis toutes mes notes scientifiques se sont écroulées. C'est comme si j'étais devenue bête en maths, physique. Enfin, je suis passée de 15-16 de moyenne à du 7-8. Donc j'ai eu des répétiteurs. Donc j'ai fini l'année avec 10 de moyenne pile poil pour passer en terminale. Et je me souviens que le conseil de classe a convoqué ma mère, a dit, bon, écoutez, soit elle reprend la première pour avoir on est sûr qu'elle va avoir son bac. Si elle va comme ça, elle va se casser la gueule en terminale scientifique. Mais par contre, les notes littéraires, j'étais tranquille. J'avais mes 15-16 en matière littéraire, sans problème. Ils nous ont dit, écoutez, on pense qu'elle est vraiment littéraire, elle n'est pas scientifique. Ça a été dur à avaler parce qu'à l'époque, les scientifiques, c'était vraiment les plus smart de l'école, les plus chics. Quand on te dit que tu es en S, vraiment, tu es vraiment tu es différent, quoi. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Les classes littéraires, là, ils étaient pleins. Là, surtout une femme aussi. Voilà, exactement. Moins, ouais. Et puis, je voulais être médecin, donc ce que je me suis dit, bon, écoute, si tu es littéraire, quoi. Il ne faut pas te battre contre ton destin. Donc, je suis passée en terminale littéraire, donc j'ai fait un switch, ce qui est assez rare. Mais j'ai fait le switch, donc tout le monde était un peu inquiet pour le bac. Et puis, pouf, haut les mains, le bac, tranquillement, je suis passée. Donc, quand je finis, je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Parce que je voulais être médecin. Et puis là, tout d'un coup, je dois être autre chose. Donc, je suis allée voir la conseillère d'orientation qui m'avait prédestinée au métier de journalisme. J'ai réfléchi, je me suis dit non, vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je n'ai rien contre les journalistes, quoi, mais vraiment, à l'époque, tout ce que je voyais comme journaliste à la télé, bon... Je ne me sentais pas très proche du métier. Alors donc ce que j'ai fait, j'ai décidé d'aller dans une école de commerce, en fait, qui allait me permettre de pouvoir toucher un peu à tout dans les 2 premières années. Donc c'était un peu comme un tronc commun. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai vu toucher au marketing, au management, finance, enfin un peu de tout, au droit et tout. Et puis en fait en finance, j'étais vraiment très confortable et j'aimais particulièrement le cours de finance. Marketing, vraiment, c'était ma bête noire. Je sais pas, je trouvais que c'était pas du tout logique, en fait. Je suis quelqu'un de très logique et factuel. Donc, en marketing, vraiment, 1 plus 1, c'est pas égal à 2 à chaque fois. C'est un peu bizarre. Donc, oui, c'est un peu différent. Donc, c'est beaucoup de qualitatif, en fait. Moi, je suis très quantitative, malgré le fait que je n'ai pas pu faire une terminale scientifique. Donc, du coup, je me dis, bon, écoute, vas-y, essaie la finance et tout. Et puis, bon, ça s'est bien passé. Donc, je suis allée, j'ai fini un bachelor en finance. Et puis après, je me suis rendu compte que j'aimais bien la compta en particulier. Et donc, j'ai poussé pour un master en comptabilité.
Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis retrouvée en finance compta. Et en fait, j'aime vraiment ce métier-là parce que quand je discute avec des financiers, en fait, je me sens vraiment dans mon élément. Voilà. C'est pour cela que je pense que les gens devraient se diriger plutôt vers leur talent, vers leur don naturel, en fait. On a tendance à forcer souvent les enfants dans des canevas qui ne sont pas les leurs. On dit oui, non, ton tonton a fait finance, donc il faut faire finance, c'est ce qui marche. Mais si l'enfant n'est pas financier dans l'âme, en fait, ça ne va pas marcher. Et quelquefois, donc, on les met en retard pour rien, ou bien ils font des métiers pour lesquels ils ne sont pas passionnés, et puis quand ils n'y arrivent pas, on ne comprend pas. Tout à fait. Et comment, en fait, parce que comme tu dis, toi, tu as eu la chance de pouvoir un peu toucher à tout. Oui. Mais pour quelqu'un peut-être qui n'a pas forcément la chance d'explorer, bon, comment tu verrais ça pour une personne, un jeune qui te dit, par exemple, oui, mes parents veulent que je sois médecin, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais quel conseil tu lui donnerais, en fait, par exemple? Je pense que je lui donnerais le conseil de se rapprocher, en fait, déjà d'avoir une idée un peu de ce qu'il veut faire. S'il ne sait pas du tout, il y a tellement de nouveaux métiers. Je pense qu'il faut avoir des modèles. Donc, regarder un peu les parcours, ce type de partage d'expérience qu'on fait régulièrement un peu partout, ça permet aux jeunes de s'identifier et de savoir s'ils se projettent dans ce type de métier. Il y a des gens qui sont très corporate, qui ont besoin de rester en back office et que tu mets dans le commercial et puis ils ne peuvent pas. Mais dès qu'ils font un petit stage en commercial, ils savent tout de suite que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Donc je pense qu'il faut se mettre dans la situation, mais aussi s'identifier à des personnes, à des modèles pour pouvoir mieux se projeter en fait. C'est important. Tu as exercé en tant que financier pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tu gères une usine de transformation industrielle et tu es à la tête d'un grand groupe. Comment s'est faite cette mutation? Cette mutation s'est faite un peu dans la douleur, on va dire. Je ne vais pas blaguer les gens, je vais dire la vérité. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'étais un financier, un directeur financier un peu nosy, on va dire, qui se mêlait de ce qui ne la regardait pas très souvent. Dans le sens où, en fait, je m'intéresse à tous les départements. Donc, quand je reçois une requête, puisque le rôle du directeur financier est quand même assez central à toutes les fonctions d'une entreprise. Donc, quand je reçois une requête, je veux comprendre pourquoi, comment. Donc, quelquefois, mes collègues vont avoir l'impression que j'ai tendance à leur marcher sur les pieds. Ils considèrent qu'ils sont experts dans leur domaine. Et moi, en fait, je comprends l'expertise, mais j'ai besoin de comprendre avant de valider. Donc, je peux être un peu chiante quelquefois, parce que je vais poser pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne avant de valider. Je leur dis toujours que ma signature peut m'envoyer en prison. Ça, c'est vrai. Voilà. Surtout en tant que directeur financier. Exactement. Donc, en général, je me mêle de tout. Du coup, j'ai tendance à comprendre un peu mieux, en fait, les relations entre les départements, mais aussi comprendre un peu mieux les fonctions, comment ça travaille à l'intérieur. Et dans mes rôles antérieurs à Unilever, j'ai souvent j'ai fait l'intérim plusieurs fois en fait de la direction générale. Quand le directeur général allait en congé ou en tout cas était en voyage, c'est moi qui faisais l'intérim. Parce que j'ai tendance à pouvoir coordonner tout le monde. Et donc, ça s'est fait, je pense, un peu le choix. Je ne dis pas que c'est normal, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui étaient méritantes. Mais je pense que j'ai attiré l'attention en le faisant parce que quand je suis arrivée en tant que directeur financier, je dérangeais tout le monde. Mais j'ai dérangé vraiment tout le monde. Je suis sûre que mes collègues peuvent témoigner. Je posais des questions à tout va. Et quand je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Mais j'étais là et j'étais comme un petit pitbull là sur le truc, je ne lâchais pas. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, je pense que naturellement, c'était plus j'étais directeur financier, mais pas juste comptable en fait. Je suis beaucoup plus généraliste, analytique et ça a facilité la transition. Après, passer de directeur financier à directeur général, c'est un jump. Ce n'est pas quelque chose de commun. En général, c'est les directeurs commerciaux et souvent marketing aussi. Mais directeur financier qui passe directeur général, c'est assez compliqué parce que on se dit que tu dois être confortable dans le commercial, confortable dans le marketing, enfin avoir une fonction vraiment large, tu dois ratisser large avec tout le monde. Et c'est cette transition qui n'a pas été simple pour moi parce qu'il a fallu que j'aimais aller sur le terrain, mais une fois tous les trimestres, quoi, voilà. Et là, tout d'un coup, en fait, je me vois obligée d'aller sur le terrain régulièrement avec les commerciaux, aller m'impliquer dans les campagnes marketing, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a du jaune ici et pas du bleu, ce genre de choses. Mais ça a demandé que je sorte totalement de ma zone de confort, mais totalement.
Donc j'ai fait beaucoup de sacrifices, je pense, de temps personnel pour justement pouvoir me mettre à niveau et ne pas décevoir les équipes. Parce que quand on dit aux gens que c'est le PDG qui parle, ils s'attendent à ce que le PDG ait la science infuse et ce n'est pas le cas du tout. Je pense que ce n'est pas le cas pour moi et ce n'est nullement le cas de personne. Mais c'est le sentiment que les gens ont, c'est que le PDG doit guider, doit leader. Donc on prend des risques quelquefois parce qu'on fonctionne quelquefois à l'intuition. C'est ok, c'est jaune ou c'est vert. Bon, ok, je pense qu'il faut du vert et puis il faut avoir un rationnel pour expliquer. D'accord? Donc ça vient, bon voilà, quelquefois c'est intuitif. Bon, en général, on essaie de faire des analyses par derrière, mais c'est très souvent intuitif dans ce cas-là parce que je n'avais pas cette expérience-là. Donc ça a été une transition assez compliquée, mais je suis très heureuse parce que c'était un challenge, c'était un défi pour moi aussi de le relever. Quand tu reçois des messages j'ai reçu le message d'un monsieur qui m'a dit, quand il a appris que j'étais PDG d'Unilever, qu'il regardait sa fille de 8 ans différemment. Quand tu entends ce genre de choses, en fait, tu n'as juste pas envie de lâcher. Tu t'accroches et tu te dis, il faut que je prouve à ces personnes-là que c'est possible et qu'il y a d'autres générations de femmes PDG en Côte d'Ivoire. Dis-nous, pendant cette période de transition, quel a été un moment réellement difficile pour toi, mais que tu as réussi à surmonter? Donc un obstacle, ou peut-être même un échec, mais que tu as réussi à surmonter. Oui, alors la difficulté à ce moment-là, c'était la gestion familiale. Oui, donc parce que je travaillais vraiment de façon acharnée, donc j'étais au bureau très très tôt parce que je voulais que tout le monde vienne tôt. Donc en étant le modèle en fait, j'ai un peu forcé la main à tout le monde, c'est que on était quand même à Vridi, donc il fallait que tout le monde arrive à 8 h parce que maintenant elle est à 8 h, quelquefois à 7 h 45 elle est là. Elle a quel problème? Elle ne dort pas chez elle ou qu'est-ce qu'elle a comme problème? Et les soirs, bon, je restais le plus tard possible parce que bon, au-delà de faire je faisais la direction financière et la direction générale. Donc quand tu finis un métier, ben, tu passes à l'autre, tu fais 16 heures de travail en une journée. Et j'avais ma fille avec qui j'ai une relation particulièrement fusionnelle qui me voyait beaucoup moins, mais qui a laissé transparaître ça un jour. Parce que je n'étais jamais présente. Et les samedis, dimanches, je partais pour les visites marché parce qu'il fallait que je comprenne en fait le métier, le marché et tout. Et un jour, en fait, un jeudi soir, je rentre, elle me dit, elle avait fait une bêtise à l'école, donc je l'ai un peu engueulée. Et puis, je lui dis, bon, tu vas dans ta chambre. Elle est revenue 30 minutes après, elle me dit, j'ai une copine qui a un anniversaire samedi, est-ce que je peux y aller? Donc, je lui dis, après la bêtise que tu as faite là, non, je suis désolée, non. Bon, en fait, dans ma tête, je me disais, elle va y aller, mais sur le coup, voilà, oui, bien sûr, je la stresse un peu pour qu'elle voilà, je ne vais pas lui dire oui. Et puis, elle m'a dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je pense que tu aurais oublié. Et ça, c'est venu comme un pic de glace, en fait, dans la poitrine d'une maman. Tu n'es tellement pas présente que tu oublies tout ce qui me concerne, en fait. À ce jour-là, j'ai vraiment eu mal. Donc, j'ai appelé un de mes collègues à Londres. Je lui ai dit, là, je ne vais pas au travail. Le vendredi matin, quand je me suis levée, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je ne viens pas au boulot parce que je vais aller chercher ma fille à l'école aujourd'hui. Parce qu'elle m'a dit quelque chose hier qui m'a complètement déstabilisée. Parce que je me suis rendu compte sur le coup que, mince alors, tu n'es plus présente. Et en fait, à chaque fois, tu oublies. Et en fait, j'oublie parce que, bon, j'ai oublié. En fait, je me dis que ça passe. Mais là, en fait, je me suis rendu compte ce jour-là que ça la touchait particulièrement. Et ça, pour moi, ça a été... Voilà, les enfants le ressentent. Et ces notes à l'école avaient chuté. Et je suis même allée à l'école et tout, parce que je n'étais pas contente. Et puis, ils m'ont dit, mais en fait, il faut que vous soyez là pour elle. Et donc, ça a été un challenge pour moi. Parce qu'après, je me suis rendu compte qu'il fallait faire les deux. Donc, ça rajoutait un peu à la pression. Parce qu'il fallait être là pour elle et tout. Bon, une petite fille de 8 ans, bon, voilà, elle a besoin de sa maman à côté. Et puis, en même temps, il fallait délivrer au bureau. Donc, ça a été un gros coup de stress. C'est vraiment la difficulté de pouvoir concilier cette vie professionnelle, réussir sa vie professionnelle, oui, mais réussir aussi sa vie personnelle. Oui. Et c'est vraiment pas facile. Non, c'est pas facile. Et par moments, maintenant, je suis sûre que tu prends le temps. Oui. Voilà, tu te forces à prendre le temps, c'est ça? Oui, je me force à prendre le temps. Je me suis obligée, en fait, à limiter le travail pendant le week-end, par exemple. Pendant le week-end, j'évite au grand maximum tout ce qui concerne le boulot. Ou quand ce sont des événements et tout, et que ça peut être fun, je prends la famille avec moi pour qu'ils participent et qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils ne sentent pas mon absence. Pendant la semaine aussi, j'ai décidé d'avoir un hard stop. À la fin de la journée, j'arrête.
Si, de toute façon, le boulot est là, il va être là. Donc, les lendemains, ça. Exactement, il m'attend le lendemain. Et puis, je donne tellement pendant la journée qu'à partir d'une certaine heure, je disconnecte complètement. Donc, et les personnes qui me réénergisent, qui me redonnent de l'énergie, c'est la famille, c'est les enfants en fait. Donc quand ça commence à rentrer de l'école et tout ça, bon, moi je reprends de l'énergie, je me ressource et puis je suis prête pour l'attaque le lendemain. Mais c'est vrai qu'il faut un vrai système de support. Oui, ah oui. Parce qu'en étant autant occupé pendant la journée, quand il y a des petits bobos ci et là, en fait, il faut avoir un vrai système de support, une vraie nounou, des parents, Dieu merci, qui sont encore là, donc ils peuvent aider et supporter, avoir un chauffeur qui connaît exactement les réflexes et chacun sait un peu la décision que j'aurais prise selon les différentes situations. Donc ça aide énormément. Exactement, tout à fait, parce que c'est vraiment ça qui permet pour une femme, surtout quand tu as une carrière. Oui. Parfois, même tu n'es même pas là, parfois tu dois voyager. Avec Covid récemment, justement, on a eu de la chance de pouvoir rester à la maison. Exactement. Mais là, maintenant, la vie reprend et même avant, quand il y a le travail, tu es obligé d'avoir ce système familial. Et donc, tu as combien d'enfants? Alors, j'en ai 5 au total. Donc, deux de moi, évidemment, et puis 3 que j'ai en plus aussi. Donc, j'en ai 5. Et donc, ça fait un seul garçon et 4 filles. Waouh, un seul garçon au milieu d'une... Voilà, donc c'est la star. Il fait sa star. Il fait sa star en permanence. Mais c'est bien, et tu arrives à trouver le temps quand même bon. Absolument, oui, absolument. Oui. J'ai une relation vraiment très, très fusionnelle avec les enfants. Parce que je pense que j'ai moi-même aussi une petite âme d'enfant au fond de moi. Donc, je connecte très bien avec les enfants. Et puis, quand je ne suis pas contente, ils savent. Mais en général, quand je suis contente, vraiment, on s'amuse. Pas plus tard qu'hier, ils essayaient de me faire un TikTok. Bon, ça n'a pas encore marché, mais ils ont essayé. Faut te mettre à la page, Manon. Oui, je sais. Tu ne peux plus échapper. Tu parlais tout de suite du travail parce que tu disais tu viens tôt. Et cela faisant, tu as obligé tout le monde à venir tôt. Oui. Et tu as dit dans une interview, je fais et tous ensemble on s'accompagne. Oui. C'est ce qu'on appelle chez nous le role modeling. Je préfère inspirer les gens à travailler avec moi plutôt que de les forcer à le faire. Oui. Explique un peu cette méthode de travail. Écoute, je pense que il faut que les gens aient envie pour qu'on réussisse ensemble en fait. Je ne crois pas en la cravache là, à taper sur les gens en fait pour qu'ils délivrent parce qu'ils ne le font pas avec le cœur. Je pense que quand on fait les choses avec le cœur, on peut donner 300% même de soi-même pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors que quand on sait qu'on fait juste parce qu'on nous a demandé de faire et que si on ne fait pas, on va être sanctionné, on va venir au boulot de 8h à 17h et puis on va rentrer à la maison. Mais j'ai des membres de mon équipe qui peuvent rester là jusqu'à 2h du matin s'il le faut. Pas parce que je les force ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils disent non mais si on y arrive, en fait on y arrive ensemble, c'est un succès pour tout le monde. C'est un objectif commun qu'on essaie d'atteindre. Mais comment tu arrives justement à les mettre dans cet état d'esprit? C'est un management participatif en fait. Donc d'abord je permets à tout le monde de s'exprimer. Donc il n'y a pas de Manon PDG ou déjà on est sur la base de prénom, donc ça simplifie les choses. Et puis au-delà de cela, en fait, c'est que je peux me rapprocher, je peux aller poser des questions à quelqu'un qui est mon N-2, N-3. Si j'ai besoin de quelque chose et que je sais que c'est toi qui peux me l'apporter, je ne vais pas forcément passer par ton directeur, par le manager. Je trouve que c'est une perte de temps. Donc je vais aller chercher les informations à la base moi-même, échanger avec les gens, leur demander leur avis, laisser les gens contribuer parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Absolument tout le monde a quelque chose à apporter et ça permet aux équipes de comprendre mieux aussi la vision. Quand on fait un travail, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va. Donc, il faut partager une vision pour que les autres puissent y adhérer et suivre. Sinon, on se perd totalement. Sinon, les gens font juste à répétition. Ils sont comme des robots. Alors que quand on fait avec le cœur et qu'on sait pourquoi on le fait et où est-ce qu'on veut arriver, on est beaucoup plus productif. Donc, ça, je le fais naturellement donc en motivant les équipes, en les encourageant. Quand c'est bon, franchement, on célèbre les succès. Quand c'est pas bon, bon, je deviens un peu plus dur et tout. Mais ils savent quand c'est pas bon que oui, bon, c'est normal que ça soit pas apprécié par le management parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Donc, je responsabilise tout le monde. Donc, si tu es responsable de couper les gazons, il faut que tu coupes les gazons très, très bien. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Je dis que chacun doit faire son boulot très, très bien. Il ne faut pas se dire, moi, j'ai un petit boulot, l'autre, il a un grand boulot. Non, en fait, parce que c'est une chaîne. Et donc, si toi, tu rates ton boulot, celui après, il ne pourra pas bien faire parce qu'il a besoin de ton boulot pour faire le sien. Et c'est comme ça. Donc, je leur dis,
je compare souvent ça à la course de relais. Il suffit que celui qui te tend le relais laisse tomber et puis c'est la catastrophe pour tout le monde en fait. Donc c'est la transmission de relais et il faut que tout le monde soit expert dans son domaine. Et aussi, il y a aussi le fait que je pousse les gens à avoir des ambitions de carrière en général. Donc je ne trouve pas normal que quelqu'un reste dans le même poste pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, il est dans le même poste. Il y a un problème. C'est-à-dire que soit il n'a pas d'ambition, ou alors il ne fait pas très bien son boulot, ou alors, en fait, c'est qu'il y a un problème forcément. Donc, quand quelqu'un voit que son management a envie, lui propose une carrière professionnelle, veut l'accompagner pour monter en grade et tout, en général, c'est plus motivant. C'est même plus motivant quelquefois que la rémunération financière. Parce qu'on aspire tous à mieux et à plus grand. Donc, quand tu montes en grade, quand tu sais que dans 3 ans, si j'arrive à bien performer ici, à former quelqu'un qui pourra reprendre ma place, je peux passer à un autre rôle qui est supérieur, ça motive. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, je pense que ça permet en fait aux équipes de se sentir engagées, d'avoir envie d'accompagner et de croire en la vision. Tu penses qu'il y a un plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder aux plus hautes fonctions? Absolument. Je le vois au quotidien. J'ai fait du mentoring de certaines jeunes dames qui sont compétentes, qui ont tous les diplômes qu'il faut, toute la compétence qu'il faut, toute l'expérience qu'il faut, mais qui souvent voient une opportunité et puis se disent « Ah non, je ne pense pas que je sois prête. » En fait, en lisant la description du poste, il y a peut-être, elle, les compétences sur 99%, puis il y a un truc où on a dit il faut savoir parler, je ne sais pas moi, je sais pas, allemand, mais bon, juste un tout petit peu, de temps en temps on aura besoin, qui se dit « Ah non, je ne suis pas bien postulée, je ne suis pas qualifiée. » Et le contraire pour les hommes, c'est qu'il vient, il trouve une fiche de poste, 30% de ce qu'il y a dessus, il sait faire, 70% il ne sait pas faire, mais il postule. Il y a ce courage-là, en fait, que les hommes ont. Et la femme se dit non, je ne peux pas. Il y a cette hésitation-là. Et après aussi, il y a le fait que, comme on dit, je suis l'une des PDG de Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas 10, quoi. Et donc, est-ce que je peux postuler au poste de PDG? C'est que des hommes. Donc, je pense qu'ils ne vont jamais accepter une femme comme PDG. On se met ça dans la tête, déjà, à la base. Donc, quand il y aura l'opportunité, et même pas forcément pour celui de PDG, mais oui, pour tous les postes. En entreprise, plus bas, quelquefois, on est obligé d'aller les chercher, ouais. dire, mais écoute, c'est toi qui présentes à chaque fois, c'est toi qui connais le boulot, mais postule, on a ouvert le poste. Oui, mais est-ce que je peux, non, mais en général, c'est les hommes qui ont ce rôle-là. Quand j'étais directeur financier, j'ai plein de jeunes filles qui m'ont dit que, vraiment, c'est la première fois que je vois un directeur financier femme. Je dis, mais non, sérieusement. Je pense que mon père a payé toutes ces études-là pour que je sois quoi. Donc, c'est vraiment, c'est très important en fait que les femmes arrivent à se projeter elles-mêmes. Elles se mettent des barrières déjà. Et puis après, pourquoi selon toi justement ces barrières? Je pense que c'est culturel avant tout. On grandit dans un environnement qui est totalement masculin. C'est les hommes qui sont les chefs de famille. Bon, je ne prétends pas être chef de famille, hein, sinon je vais avoir des problèmes. Donc tu acceptes? J'accepte d'avoir un supérieur à la maison. Voilà. Je le dis au effort, il m'écoute, il entend. Donc j'accepte. Mais en fait, on vit dans un environnement qui est totalement masculin. Même à la maison, on va dire aux filles débarrasser la table pendant que le petit garçon il va se lever. À peine il va lever son assiette, quoi. Ce sont les sœurs qui vont venir enlever. Donc c'est ce genre de réflexe-là en fait qu'on crée déjà. Donc on nous met déjà dans un canevas. Et quand on arrive à un certain niveau, on te dit, bon, ça c'est un métier d'homme et ça c'est un métier de femme. Donc tu rentres dans les écoles BTS, tu rentres dans le BTS Assistana, tu as 99,99% de femmes et puis peut-être il y a un garçon qui s'est perdu là, tu ne sais même pas comment il est arrivé là. Mais c'est vrai. Mais tu vas rentrer dans la comptabilité ou la finance ou je ne sais pas, et puis tu vas voir 99% d'hommes. Et puis une femme qui est là, mais on dit ah mais celle-là c'est une femme garçon. J'ai jamais compris cette expression d'ailleurs. On dit c'est une femme garçon. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu faire quelque chose qu'elle aime, mais parce qu'on considère que c'est un métier d'homme. Donc il y a un plafond de verre que les femmes doivent absolument briser. Et je pense que c'est le rôle de toutes les femmes qui ont réussi à arriver à un certain niveau de leadership, d'être des modèles et d'être visibles en fait. Parce qu'à chaque fois qu'une femme va voir, même s'il y a 50 femmes qui voient un modèle déjà,
elles se disent, ah, mais en fait, je peux devenir directeur financier. Je suis juste comptable, mais en fait, je fais tout le boulot depuis. Il y a le coaching, le mentoring qui les accompagne souvent. J'en fais régulièrement. J'essaie de limiter parce qu'il faut quand même que j'ai une vie de famille, mais je sais qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça a été porteur. J'en ai deux qui sont passés directeurs financiers et qui m'ont appelé pour me dire, je suis directeur financier, qui ne croyaient même pas elles-mêmes en fait, parce que je leur ai dit, mais vas-y, mais n'accepte pas de te faire utiliser parce que ton boss, tu fais tout le boulot et c'est lui qui prend les lauriers. Et en poussant, elles ont eu leur poste parce que leurs compétences ont été reconnues. Donc pour moi, c'est vraiment très important que les femmes brisent cette... ça ne va pas être simple, hein, parce que je pense que ça va se faire sur plusieurs générations, c'est clair. Oui, absolument. Ça va prendre du temps. Mais ça commence par nous-mêmes, quoi, voilà. Et tu fais bien de le faire, parce que je pense qu'il faut justement inspirer les jeunes femmes. Et comme tu as dit, il y a tous les blocages qu'on connaît, qui malheureusement c'est dommage, parce qu'il y en a plein qui sont qualifiés, mais juste ce manque de confiance, cette pression de la société, en fait, on nous met dans des cases, et puis voilà, on ne veut pas que tu fasses autre chose. Exactement. Donc tout ça, ça joue, et c'est bien, je pense, de justement montrer ce modèle. Quel conseil tu donnerais à une femme pour se démarquer en entreprise et mieux arriver à gravir justement les échelons? Déjà, il faut être compétente dans ce qu'on fait. D'accord? Il faut délivrer tous les objectifs qu'on demande et il faut être présente à la table. Parce que je me dis que quand on nous met à une table, déjà on n'en met pas beaucoup, on en met quelques-unes. Quand on nous met à une table, il faut qu'on prenne la place à la table. Donc, très souvent, tu vas avoir dans des assemblées, en général, qui sont évidemment à majorité d'hommes quand il s'agit d'un certain niveau, les discussions, les hommes ont des voix déjà qui portent beaucoup plus haut que les femmes. Donc, il y a déjà cette intimidation-là qu'on a naturellement, en fait, les hommes sont en train de parler. Je veux parler, mais en fait, ils ne me laissent pas parler, donc je me tais finalement et je ne dis rien de la réunion. Et à ce moment-là, en fait, on n'arrive pas à s'imposer. Oui, on n'arrive pas à s'imposer. Donc, il faut forcer. Il faut forcer. Et il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole, il ne faut pas attendre qu'on nous la donne, parce qu'on ne va pas nous la donner. Il faut aller prendre la parole et s'exprimer. Et c'est déjà en s'imposant comme ça, en fait, qu'on se fait remarquer. D'accord? On se fait remarquer par sa compétence, mais aussi par son charisme. Oui. Son courage aussi. Son courage aussi, le fait d'oser. Exactement, oui, il faut parce oser. Que les gens ne s'attendent pas, en fait, souvent voilà, dans les gens ne s'y milieux. attendent pas du tout. Et donc, en fait, dès qu'on fait, on s'arrête et puis on regarde, on dit, ah, mais finalement, elle dit des choses intelligentes. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas juste jolie, là, mais en fait, elle a quelque chose dans la tête. C'est très, très important, en fait. Donc, c'est ce courage et ça se travaille. Donc, il y a beaucoup de femmes qui te diront, ah, mais moi, j'ai peur, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas si, est-ce que je peux arracher la parole, en fait. C'est juste que ça se travaille. Il y a des coachs pour ça. Si on ne se sent pas capable, mais il faut absolument acquérir cette maturité-là. Sinon, on va se laisser écraser et on va être oublié du système. Il y a ça. Et il y a aussi, je pense, qu'il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, quand on arrive, parce que la tendance, c'est que les femmes, elles arrivent au boulot, elles viennent avec toutes leurs émotions. Moi, j'ai un collaborateur qui m'a demandé un jour, parce qu'il venait d'avoir une nouvelle, enfin quelqu'un sous lui, une fille qui venait de démarrer, tout m'a dit, je lui ai dit, mais il faut la sanctionner parce qu'elle n'a pas fait. Il m'a dit, mais bon, enfin, je ne sais pas, est-ce que, bon, c'est pas grave, c'est bon. Je lui ai dit, mais si c'était une autre personne, tu l'aurais sanctionnée parce que c'est une femme, non, tu ne dois pas, on ne doit pas être traité différemment. Donc, il ne faut pas faire étalage de ses émotions, voilà, jouer avec ses humeurs. Faire la femme en gros, hein, juste venir et tout, à chaque fois, ah oui, non, je suis arrivée en retard parce que bon, vraiment mon enfant est malade. Le système de support, ça sert à ça. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être l'excuse. Parce que finalement, en fait, justement, c'est pour ça qu'on nous met dans cette case-là. Mais tout à fait, parce qu'on se dit à chaque fois, les femmes, voilà, le problème, dès qu'elles vont avoir des enfants, elles ne pourront plus travailler. Exactement. Parce que bon, il y en a certaines qui abusent aussi de ce système, en fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment très important de ne pas jouer avec ces émotions-là. Moi, j'ai eu un boss et tout qui m'a dit, quand je partais du Nigeria, qui m'a dit, ah, mais j'ai travaillé avec toi pendant tout ce temps-là, sincèrement, je ne me suis même pas rendu compte que je travaillais avec une femme, quoi. Et bon, moi, au début, je me suis dit, mais il veut dire quoi que... voilà. Non, mais en fait, c'est pas un compliment. Voilà, mais en fait, après, il a rectifié tout de suite. Il m'a dit, non, mais en fait, c'est juste qu'au boulot, tu es au boulot. Tu n'es pas... Tu n'es jamais venu... j'ai jamais vu, tu es jamais en train de pleurer ou bien de... Voilà, non, il dit, tu n'as jamais fait ça, en fait. C'est quand même assez exceptionnel parce qu'en général, les femmes ont toujours des trucs, elles viennent dire à leur patron, non, vraiment, faut me faciliter ça parce que, bon, j'ai des problèmes de femmes. Oui, bon,
Enfin, c'est... Mais parce que pour moi, c'est juste que quand j'arrive, en fait, je me dis, je suis une professionnelle au travail. Je ne suis pas une femme au travail. Et ici, tout le monde se comporte pareil. Je pense que ça va changer la perception. Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps aussi, les femmes demandent certaines choses. Elles disent par exemple, oui, on veut venir au travail, mais on aimerait bien avoir des crèches au boulot. Oui. On veut avoir des salles d'allaitement. On veut... Et donc, quelque part, est-ce que ce fait de venir au travail aussi et de dire, je suis comme les hommes, est-ce qu'il n'y a pas comme une petite contradiction? Donc, non, il y a une nuance quand même. Voilà. Parce que les femmes sont des femmes, elles ont des besoins physiologiques, elles vont avoir des bébés, elles vont allaiter, donc c'est tout à fait normal en fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire rentrer dans les habitudes des entreprises. Il faut mettre des facilités pour que les femmes puissent profiter pleinement de ces moments de maternité-là. Parce que ces enfants qui naissent, ben, ce sont les futurs professionnels. Et ce n'est pas que des femmes qu'on met au monde. On met des hommes aussi au monde. Donc je pense j'espère qu'ils s'en souviennent bien. Donc il faut faciliter la tâche aux femmes aussi de ce côté-ci. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut demander. Il faut que les femmes demandent. Parce que les hommes ne vont pas y penser. Les hommes ne vont pas penser à mettre un distributeur de serviettes hygiéniques aux toilettes. Ils n'en ont pas besoin. Oui, tout à fait. Il faut que ça vienne de nous, qu'on dise on a besoin d'avoir un distributeur de serviettes hygiéniques ou de, je sais pas, de lingettes. Il faut qu'on a besoin d'une crèche, si c'est possible pour l'entreprise. Donc bien même parfois des poubelles. Voilà, des poubelles dans le sens des toilettes. Voilà. Et pas dehors. Et pas dehors. Parce que sinon, après, comment est-ce qu'on jette la serviette hygiénique? Exactement. Mais tu dois sortir. Voilà. Dans la mais eux, ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas, tout à fait. Ils n'y pensent pas du tout. Donc, c'est très, très important qu'on élève la voix pour partager ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand tu as 50% d'un groupe qui dirige 100%, il y a forcément une moitié qui est lésée en fait. Tout à fait, oui. Et si on n'en parle pas, ça va rester comme ça. Exactement. Merci Manon. Merci Assata. Merci de nous avoir rendu visite. Et en plus, merci parce que on reçoit beaucoup d'entrepreneurs et on ne reçoit pas assez de femmes cadres peut-être. Okay. Donc c'est important parce que... Et important de dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tout le monde doit être entrepreneur. Non. Tout le monde doit être entrepreneur. C'est pas... Enfin, moi, je trouve que... Enfin, je ne sais pas si l'entrepreneuriat, même en soi, ce n'est pas un métier, l'entrepreneuriat. C'est un concept. En fait, dans ma tête, pour moi, c'est un concept. Et puis, on a des entrepreneurs qui sont censés devenir les multinationales de demain. Mais tout le monde n'a pas l'esprit entrepreneur. Tout le monde ne sait pas... tout le monde n'est pas résilient. Parce que pour être entrepreneur, il faut être résilient. Il y a des gens, dès qu'ils prennent un coup, ils restent par terre, c'est fini. Donc tu mets quelqu'un comme ça en entrepreneuriat, en entrepreneuriat, c'est la catastrophe. J'ai eu quelqu'un qui me disait, mais on n'en a pas assez. Donc autant qu'on peut encourager, on l'encourage. Bon, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Mais il faut aussi, je pense, faire la part des choses et dire qu'il y a l'entrepreneuriat et il y a aussi une carrière tout à fait normale, respectable dans la fonction publique, dans le privé, dans plein d'autres choses. Non, je suis d'avis qu'il y a des personnes qui sont faites pour l'entrepreneuriat. Il y a des gens que tu mets en entreprise et puis tu vois tout de suite l'esprit entrepreneur parce qu'ils ont toujours des idées créatives, innovatives, ils sortent toujours des process. Ils ne font même pas exprès parce qu'ils veulent aller plus vite, ils veulent être créatifs, ils se sentent en possession du sujet. Et tu as des personnes qui sont là juste en exécution. Bon, quand on est en exécution, il vaut mieux ne pas tenter l'entrepreneuriat. Ça, c'est un très bon conseil pour ceux qui se connaissent. Donc voilà, en tout cas, merci. Merci encore. Et donc, on passe au petit cadeau. Comme tu sais, on fait la promotion des entrepreneurs. On parle encore des entrepreneurs. Toujours. Mais bon, il faut faire leur promotion parce qu'ils ne sont pas nombreux. Tout à fait. Et il faut les encourager, surtout les entrepreneurs africains, parce qu'on connaît l'environnement qui n'est pas facile. Donc voilà, on a commencé par, ça ce sont des bijoux. The Rain. Nice. Bon, on sait que les femmes aiment toujours. Mais vas-y, regarde, tu vas rire parce que... Oui, avec plaisir. Tu vas rire parce que c'est la même chose que... Ah, nice. Que ce que je porte. C'est magnifique. Tu vois, je regardais tout à l'heure, je me disais, toi, tu regardes toujours les plus jolis pour elle. Ah, tu vois que non. Et c'est magnifique. Ah, avec la bague. Voilà. Excellent. Et c'est une Camerounaise qui est basée au Sénégal qui fait ça. The Rain, elle fait aussi des habits. C'est très joli, c'est très joli. J'adore les pendentifs. Donc là, ça va faire oui, non, c'est joli. Très joli. Bon, moi j'aime, de toute façon. Donc, oui, non, mais tu les portes très bien. Déjà, j'ai un modèle devant moi, donc je sais que je vais les porter. C'est joli, c'est magnifique. Ça va ressembler. Ça, ce sont des produits naturels.
Donc c'est nature et tradition. Donc il y a une huile sensuelle qui est dedans. Et puis il y a aussi un savon que moi j'adore, curcuma café, pour la figure. Et il est super. Bon, moi je le recommande à tout le monde, hein, parce que moi-même je l'utilise. Donc je ne donne que des choses que je peux recommander à 100%. Heureusement, donc, heureusement. Voilà, je ne vais pas ouvrir, mais il y a plusieurs choses. Hein. Il y a des crèmes, il y a une crème, il y a d'autres choses. Excellent. Et puis là, on t'a pris, parce que bon, comme je te connais, je sais que parfois tu aimes Oui, hijab ivoire. mettre le foulard. Oui, le Et foulard. donc, voilà. Je peux ouvrir? Oui, tu peux. Excellent. Ah, wow, nice. Voilà. Donc on t'a pris une sélection. C'est très joli. Et c'est une dame qui fait ça aussi ici. Elle s'appelait Sokna Sissé. Voilà, c'est ça son business. Elle fait les hijabs avec les petites barrettes pour attacher et tout ça. Waouh! Donc, Et j'ai ma première carte de fidélité. Hein. Ouais. C'est sûr que je vais arriver au cadeau là très vite. N'est-ce pas? Voilà. C'est de très très belles couleurs. C'est Voilà. des couleurs pastel. J'aime beaucoup. Ça, c'est sûr que ça, je vais porter. Donc voilà. Ah oui, donc là, vraiment, tu me connais bien. Oui, tu vois, non. Tu as touché toutes les, tu vois, tous les sujets. Voilà, la peau, la coiffure et puis les bijoux. Bon, excellent. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. On espère que tu es satisfaite de tes cadeaux. Très, très, très satisfaite. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci, merci Manon. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme.